Vous êtes sur les ondes de Radio Poker qui vous est présenté en collaboration avec princepoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget. Salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Radio Poker sur le web. Je suis bien content d'être avec vous ce soir et j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de Super Bowl. Et oui, c'était l'événement quand même principal du week-end et si vous avez écouté ou vous êtes un fan de football de la NFL et que vous avez regardé ça avec intérêt, bien, si vous avez pris pour les Broncos, je suis désolé pour vous, mes sympathies. Si vous avez pris pour les Seahawks, mais écoutez, c'était quand même assez facile pour eux autres. Mais pour un vrai amateur de sport, j'avoue que le tournoi était un peu plate. Pas le tournoi, mais le match était un peu plate parce que c'était assez inégal. Mais quand même, c'était assez divertissant. Moi, j'ai bien aimé ça, regarder ça de mon salon. Et bravo aussi au show de la mi-temps qui était quand même bien. Aujourd'hui, écoutez, on va parler bien évidemment poker. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose d'assez important. C'est que, et là, si vous avez un calendrier pas loin, là, c'est le meilleur moment pour encercler une date au crayon noir, rouge, bleu ou peu importe la couleur que vous allez choisir. Parce que le 3 mars, mettez ça dans votre agenda, le 3 mars, Radio Poker va passer en entrevue Jonathan Duhamel, le champion de WSOP 2010. Il va être avec nous à l'émission et je vais lui poser plusieurs questions. Je suis très excité très content de le recevoir puis de pouvoir parler poker. Pas nécessairement poker, on va parler de plein d'affaires, mais de parler avec lui puis d'échanger avec lui. Et je suis content aussi de vous offrir cette entrevue-là à l'émission. Si jamais vous avez des questions, parce que j'aimerais ça que vous participiez aussi à cette entrevue-là, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à radiopoker@live.ca. Et vous pouvez juste mentionner « Question pour Jonathan », mentionner votre question, bien évidemment, et me mettre aussi votre nom et votre ville de provenance, parce que c'est le fun de savoir d'où viennent les questions. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, lui poser ces questions-là durant l'entrevue. La raison pourquoi je vous demande ça, c'est parce que, étant donné que Jonathan a quand même un horaire chargé, il n'est pas garanti qu'il va pouvoir être là le 3 mars précisément, live avec nous autres. Alors, je vais devoir préenregistrer l'entrevue avec lui, mais je tiens quand même à ce que vous soyez capable de lui poser des questions qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, ça, c'est pour le 3 mars prochain. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le 17 février, j'aurai comme invité à l'émission Philippe Jeté de princepoker.com parce que il va avoir de belles annonces à vous annoncer durant l'émission. Ça va être très intéressant parce qu'on va parler de Prince Poker, bien sûr. On va parler de Radio Poker. On va parler aussi d'une couple d'affaires le fun. Donc, mettez ça dans votre agenda, ces dates-là, c'est très important. Et puis, ça va être vraiment le fun de pouvoir partager toutes les bonnes nouvelles durant ces émissions. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, c'est sûr. On va y aller avec l'actualité internationale. Dans le scandale du Borgata au New Jersey, des jetons totalisant 2,7 millions en valeur furent découverts dans la tuyauterie bouchée de l'hôtel Harrah's Resort. Les autorités ont pu remonter jusqu'à une chambre de l'hôtel où logeait Christian Luzardi, 42 ans, qui fut arrêté par la police locale à cet effet. Aucune décision sur le partage de l'argent saisi et sur le sort des 27 joueurs toujours en lice n'a été prise. Malgré l'arrestation de Luzardi, l'enquête se poursuit. D'ailleurs, Luzardi est présentement derrière les barreaux et sa caution est fixée à 300 000 $. L'homme de 42 ans n'en est pas à sa première démêlée avec la justice, puisqu'en 2008, il avait été arrêté pour avoir tenu une maison de jeu illégale où il vendait également de l'alcool. Un nouveau bracelet du WSOP est mis aux enchères sur eBay. Ben oui, quelle surprise. Le vendeur, dont on ne connaît pas l'identité, demanderait 99 995 $ sur le bijou. Il y a eu 3 offres qui furent soumises, mais aucune d'elles fut acceptée par le vendeur. C'est à suivre. Et c'est d'ailleurs, moi je trouve ça plate, honnêtement, des gens qui vendent leur bracelet de WSOP. Parce que la journée qu'ils l'ont gagné, ce bracelet-là, je peux vous dire qu'ils étaient super contents. Parce que c'est pas rien de gagner un tournoi du WSOP à Vegas. Il y a énormément de joueurs, il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup d'argent. Puis je trouve ça plate parce que quand les gens mettent leur bracelet en vente, c'est comme s'ils priorisaient l'argent que le bracelet pourrait leur rapporter de plus dans leur poche plutôt que la symbolique.
du bracelet. Mais bon, bref, c'est mon opinion. Toujours au Borgata Winter Open, il y a Anthony Murella qui a été champion du World Poker Tour Main Event et qui a empoché 842 379 $. Il y a aussi, dernièrement, il y a eu le European Poker Tour de Deauville en France et c'est Sotirios Koutoupas qui a été champion du Main Event avec 614 000 € dans les poches. Et il y a aussi Dominic Panka qui a été champion du High Roller avec 272 000 €. Rappelons que le Polonais Dominic Panka avait remporté le tournoi principal du Caribbean Poker Adventure 2014 le 13 janvier dernier contre le jeune Canadien Mike Timex McDonald. Le Aussie Millions d'Australie est présentement en cours et Radio Poker souhaite la meilleure des chances aux joueurs québécois qui y participent parce qu'il y en a quelques-uns, dont Jonathan Duhamel, qui sont partis là-bas et essayer de gagner des gros sous. Alors, c'était tout pour les nouvelles internationales. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Bienvenue encore une fois à l'émission Radio Poker en direct sur le web. Et je suis très heureux de partager ce moment de cette soirée avec vous. Et sans plus tarder, écoutez, je vais vous parler de l'actualité du Québec parce qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes à savoir. Vous savez, aujourd'hui, le 3 février, le Poker Arena à Repentigny a débuté ses rénovations en vue d'offrir une salle de poker améliorée à ses membres. Donc, le Poker Arena sera donc fermé jusqu'au 5 février inclusivement, mais ils vont aménager une salle adjacente pour reprendre les activités dès le 6 février prochain. Puisque les rénaux dureront environ 3 semaines pour tout retaper ça puis mettre ça super beau. Et moi, j'ai bien hâte de voir ça parce que je vais à l'occasion au Poker Arena et je vais faire quelques tournois quand je peux. Puis c'est toujours agréable. Puis en tout cas, j'ai bien hâte de voir à quoi va ressembler leur toute nouvelle salle. Il y a une ligue aussi qui s'appelle Pure Poker qui organisera un tournoi spécial avec pointage au bistrot La Tabarouette. Oui, c'est bien le nom, La Tabarouette, à Saint-Alexis le dimanche 9 février prochain dès 12h30. Si jamais vous voulez plus d'infos, vous pouvez écrire un courriel à y_Vallières, VALLIERES, @hotmail.com. Il y a le Stardust Poker Mansion de Kahnawake qui avait fermé ses portes, ça fait un petit bout de temps. Comme le VIP d'ailleurs. Sauf que, bonne nouvelle, le Stardust Poker Mansion va devenir le Platinum Poker Club. Donc, il va avoir une réorganisation, une réouverture de l'établissement, qui, je le répète, est à 10 secondes du Playground Poker. Et l'ouverture est prévue pour le 19 mars 2014, soit une semaine avant le championnat printanier du World Poker Tour, justement, qui va avoir lieu au Playground entre le 27 mars et le 1er avril de cette année. Le samedi 1er mars 2014, il va y avoir une soirée bénéfice organisée pour le corps de cadet 2793 de Chambly au coût de 40 $. Et ça inclut une consommation durant la soirée. Et l'événement commence à 18h30. Bien évidemment, il faut avoir 18 ans et plus pour y participer. Il va y avoir aussi une paire de billets privilèges des Canadiens qui sera tirée en fin de soirée. Et les billets sont situés dans la première rangée derrière l'équipe adverse. Alors, manquez pas votre chance. Et c'est au Centre des aînés, au 1390 Avenue Bourgogne à Chambly. Si jamais vous voulez plus d'infos, vous pouvez composer le 514-232-1591 et demander José, qui va se faire un plaisir de vous répondre. Alors, c'est une de mes amies qui, par la bande, connaît des gens ou en tout cas est impliquée dans le tournoi. Fait qu'elle m'a demandé d'en parler. Peux-tu m'en parler? Peux-tu en parler? Ben oui, je vais en parler. Ça sert à ça, Radio Poker. Ça parle pas juste de l'actualité, mais des fois, quand on peut plugger ou quand je peux plugger un petit événement spécial pour un événement unique, spécifique, ça me fait plaisir. Puis, si jamais de votre côté, vous connaissez des endroits où ils font ces genres de tournois-là, genre, OK, un tournoi spécial pour ramasser des fonds pour telle organisation ou tel événement,
ou pour commanditer, mettons, des filles qui s'en vont faire la course des gazelles dans le Sahara, peu importe, écrivez-moi, je vous répète mon email, radiopoker@commerciallive.ca et donnez-moi tous les détails, la date, le lieu, l'heure. Si jamais vous connaissez la structure des blinds, le montant d'entrée, le prix d'entrée, bien évidemment, ça c'est indéniable, il me le faudrait. Et puis, moi, je vais prendre ça en note, puis je vais en parler. J'ai eu, c'est drôle, hein, parce que cette semaine, j'ai eu une discussion, j'ai parlé poker avec une couple de personnes, dont justement Heidi, qui est l'organisatrice de la Ligue Pure Poker. Moi, je ne connaissais pas la Ligue Pure Poker. C'est une ligue qui fait ses activités dans Chaudière-Appalaches, Mauricie, je pense que c'est Gatineau aussi. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. En tout cas, bref, j'ai parlé avec elle un petit peu parce qu'elle non plus, de son côté, n'avait jamais entendu parler de Radio Poker. Fait qu'on a jasé un peu, puis je la trouvais très, très intéressante ce qu'elle avait à dire. Puis, j'y souhaite bonne chance aussi dans le futur pour sa ligue parce qu'elle est quand même toute seule pour organiser tout ça, gérer tout ça. Et elle a quand même pas loin d'une vingtaine d'établissements dans la ligue, fait que c'est pas rien. C'est beaucoup de travail, je sais ce que c'est. J'ai déjà été directeur de tournoi, puis des fois je capotais. Fait que j'imagine gérer 20 bâtisses. En passant, je fais un clin d'œil à mon ami Jacques Buteau de Drummondville, qui lui a été directeur de la ligue, la défunte ligue LTPQ. Et le voir courir comme il courait, je peux comprendre à Heidi des fois d'être pas mal surchargé. Mais j'y souhaite quand même bonne chance pour les tournois futurs que tous ces établissements vont pouvoir faire. Donc, à part de ça, écoutez, il y a des choses qui s'en viennent bientôt. Avant de parler du sujet principal, il y a des belles affaires qui s'en viennent bientôt. Je vous dis, la semaine passée, je vais parler avec Philippe Jeté de princepoker.com et on va parler, entre autres, d'un co-animateur qui va être à l'émission. Je ne vous dis pas c'est qui. Il va avoir aussi, on va parler, qu'est-ce qu'on va parler? Ah oui, on va parler de une page web Radio Poker. Ça s'en vient. C'est en peaufinage, mettons. On va parler aussi de quelques interactions en direct que vous allez pouvoir faire avec moi durant les émissions live. Et en tout cas, ça va être bien intéressant. Moi, j'ai bien hâte. Fait que la semaine prochaine aussi, mettez ça sur votre calendrier. N'oubliez pas le 3 mars avec l'entrevue de Jonathan Duhamel, champion du monde 2010 du WSOP. Je le répète, là, mais c'est parce que c'est quand même pas rien. Donc, Jonathan Duhamel va être en entrevue à Radio Poker le 3 mars. Mais si jamais vous avez des questions à lui poser, vous pouvez m'écrire à radiopoker@commerciallive.ca. Vous avez jusqu'au 14 février pour m'envoyer vos questions et moi, je vais pouvoir lui poser à ce moment-là ces questions-là, question de vous permettre de participer à l'entrevue. Donc, là-dessus, écoutez, Caroline, ça passe bien vite. OK, je vais parler du small ball. Le small ball, c'est quoi le small ball? Bon. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette stratégie-là. Pour d'autres, c'est peut-être tout nouveau. C'est correct, parce que le small ball, d'un, c'est pas tout le monde qui l'applique. Puis je dirais que c'est une stratégie assez subtile. Puis si jamais vous connaissez personne qui applique cette théorie-là, cette stratégie-là, c'est difficile de le repérer et de le reconnaître. Mais le small ball est une super bonne stratégie. Bon, on va l'avoir. Et le small ball est pratiqué par plusieurs joueurs professionnels. Je pense à Daniel Negreanu, qui lui a popularisé vraiment la théorie du small ball dans un livre d'ailleurs que j'ai justement dans mes mains qui s'appelle Power Hold'em Strategy. C'est un livre, bon, il est en anglais, mais c'est un excellent livre. Ça parle du small ball de long en large. C'est un livre que vous pouvez trouver genre sur Amazon ou Renaud-Bré, ils l'ont des fois. Alors, vous pouvez leur demander si c'est possible de le commander, peu importe. N'importe quelle grande librairie, je pense qu'ils peuvent vous l'avoir.
Le livre est 40 $ environ, mais c'est quand même une bonne brique. Ça a, écoutez, je vais vous dire ça, là, 500 pages passées. Puis, il y en a du stock. Il y a pas mal de contenu. Puis, c'est vraiment intéressant. Alors, le small ball, si je résume ça au plus simple possible, c'est une stratégie qui vous permet de maximiser vos gains tout en minimisant vos pertes. Le profil standard ou très connu au poker d'un joueur, c'est un joueur qui est serré mais agressif. Un joueur au small ball va plus être un joueur large que serré. Mais même s'il joue très large, c'est pas un joueur qui va risquer énormément d'argent dans une seule main. La stratégie du small ball est bonne pour deux raisons. La première, c'est que ça vous offre une opportunité de gagner beaucoup de jetons. Parce que vous appliquez le small ball, puis je vais vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi après, vous allez avoir l'opportunité d'aller avoir plus souvent des flops, donc maximiser vos chances de remporter de l'argent ou des jetons. Et ça permet aussi de minimiser les pertes. Ça, j'en ai parlé, là. Mais minimiser les pertes. Qu'est-ce que je veux dire par minimiser les pertes? C'est-tu, OK, moi, je vais, je vais faire telle bet au flop, je vais faire telle bet au turn, puis, mais je vais mettre le minimum possible, donc le minimum bet possible à chaque main. Non, c'est pas nécessairement ça. Mais un joueur, si, mettons, on compare avec un joueur serré agressif, le joueur serré agressif, une fois que, mettons que la tour de mise, là, avant le flop est faite, le flop tombe. Un joueur serré agressif va avoir tendance à miser à peu près le 3/4 du pot. Donc, si le pot est de 1000, il va miser à peu près 750. Ça, c'est standard, là. Je veux dire, c'est pas exceptionnel, là, mais bon, c'est la mise qu'il va faire. Un joueur qui applique le small ball, lui, si au lieu de miser le 3/4 du pot, il va plus tenter de miser le tiers du pot. Ça veut dire qu'au lieu de mettre, disons, sur le même pot à 1000, au lieu de mettre 750, ben, il va mettre à peu près 300, 350. Vous voulez me dire que c'est pas beaucoup? Puis s'il y a une main, ben là, il risque d'avoir trop de monde qui vont caller, il peut avoir le turn puis la river. Mais c'est ça le joueur le small ball. Le joueur small ball, il va juste en mettre un peu. D'un, juste pour voir s'il y a du monde qui vont suivre. Et deux, si jamais il voit que ça dégénère, parce que, mettons, vous êtes 4 joueurs dans la main, le flop, il tombe, il y en a un qui check, il y en a 2 qui check, c'est à vous à parler, vous mettez 350, le quatrième, lui, il fait un raise à 900, mais finalement, le premier qui a checké, lui, il fait un re-raise, l'autre, il pousse all-in, vous avez juste perdu 350 au lieu de 750. C'est quand même 400 en jetons que vous avez, ou mettons 400 pièces que vous avez de plus dans vos poches. Puis j'avais parlé la dernière émission que les jetons, c'est comme un peu des soldats. Il faut en prendre soin des soldats. Si les soldats ne sont pas avec vous, ça va être difficile à ce moment-là de combattre les soldats de l'équipe adverse, de l'autre pays, mettons. On va parler militaire là, pendant 2 secondes. Donc, l'argent que vous n'avez pas mis dans le pot, c'est l'argent qui va vous servir plus tard. Et le small ball consiste à ça. C'est que vous minimisez et vous contrôlez d'une certaine façon le pot pour pas qu'il soit trop gros, trop vite. S'il devient trop gros, trop vite, vous avez le privilège de vous retirer de la main sans que ça vous ait coûté la totale quelques minutes auparavant. Fait que le small ball, là, c'est de pouvoir contrôler le pot. Et quand vous jouez small ball, vous avez, en fait, ce qui serait l'idéal, c'est de jouer le plus de mains quand vous êtes en position. Quand je dis en position, c'est quand vous êtes, mettons, sur le cut-off, ou si vous préférez, le joueur avant le dealer. C'est toutes les positions tardives.
Vous jouez vos mains dans ces positions-là. Vous avez une chance à ce moment-là, de voir ce qui se passe en avant de vous, puis là, je vais prendre un terme anglophone, de gager le pouls de la table sur la main qui s'en vient. Puis en même temps, vu que vous êtes en position tardive, ça va vous permettre aussi de minimiser la grosseur du pot si vous sentez qu'il y a un besoin de minimiser, ou de maximiser la grosseur du pot si le flop est tombé et que c'est à votre avantage. Mettons, vous tirez le nuts, donc la meilleure main possible sur le flop. Bien là, vous avez le gros jeu et ça peut vous être très bénéfique. Il y a comment je pourrais dire ça? La majorité des joueurs, en général, vont essayer de travailler sur leur image, de cacher un peu leur vraie identité en tant que joueur. Ils ne veulent pas trop en montrer parce qu'ils veulent se garder des armes quand ça va être le temps, puis tout. Un joueur small ball, c'est tout le contraire. Il veut montrer qu'il joue large. Il veut montrer ses petites mains, mettons, assorties, ses 2 cartes assorties, mettons un 4 et un 5 de trèfle. Il veut les montrer quand c'est le temps d'avoir le showdown à la fin de la river. Il veut que le monde voit que ce qu'il fait ou ce qu'il joue, c'est des mains qui sont très marginales et les gens, quand lui, dans le futur, il va vouloir faire des mises, là, ils vont se dire « Ah, mais il joue tellement large, gars, je vais caler, là, peu importe ce qu'il met, je vais caler, puis gars, ça va être final bâton. » Le problème, c'est que le joueur small ball, une fois qu'il vous a mis cette image-là de joueur très large dans la tête, c'est là qu'il devient très dangereux. Parce que même s'il continue à jouer large, il ne va pas nécessairement changer ses habitudes s'il y a une carte ou il y a une main monstrueuse, une paire de rois, une paire d'as, une paire de dames, des grosses paires. Il ne va pas changer ses habitudes, ce qui fait que lui, quand il va continuer à faire ce qu'il a à faire, il y a une possibilité qu'il y ait plus de monde dans le futur qui embarque dans la main parce qu'ils savent que lui, qui est, je dirais, comment je pourrais dire ça? Le joueur agressif initial, lui, il va probablement continuer à faire des bêtes, à monter le pot, puis ça va être de l'argent facile. Erreur. Un joueur small ball, je vous le dis, là, quand vous êtes capable de cerner un joueur small ball à votre table, soyez prudent avec ces joueurs-là parce qu'ils vont vous brouiller les cartes solides. Ils vont vous donner l'impression qu'ils font du n'importe quoi, mais c'est un n'importe quoi qui est calculé. Daniel Negreanu en est un excellent exemple. Si vous regardez toutes les mains que Daniel Negreanu joue, il joue à peu près n'importe quoi. On s'entend, là. C'est pas un joueur qui va attendre d'avoir absolument des super grosses mains pour être, je dirais, en guillemets, agressif. Mais son agressivité est calculée. Vous ne verrez jamais Daniel Negreanu faire des bêtes surdimensionnées, sauf si jamais il joue avec un joueur qui sait qui est très fort, qui est de très haut niveau, et qui veut absolument pas que ce joueur-là continue à jouer contre lui une fois que le flop est tombé. C'est des cas d'exception. Là, ça a l'air un peu vague ce que je dis là, mais c'est ça pareil. Il y a des mains, des fois, que tu ne veux pas nécessairement jouer. Je vais vous donner un exemple. Quand vous jouez un small ball, as et roi ou as dame, c'est pas nécessairement les meilleures cartes à jouer. Sauf et seulement sauf ici, vous êtes en position tardive sur la table. Parce que c'est quand même difficile de gagner des mains avec As-King. Vous pouvez avoir la meilleure intention possible pre-flop, de faire le raise que vous voulez. Il peut y avoir n'importe qui call. Puis une fois que le flop est tombé, mettons, il tombe un As, un 6 et un 9, vous voulez pas que quelqu'un call votre prochain bet. Parce que la personne qui call votre prochain bet, il vous a peut-être callé le raise avec un As et un 9, ou un As et un 6. Pire encore, une paire de 9 ou une paire de 6. Donc, vous voyez que l'As-Roi peut être très dangereux quand vous jouez du small ball. Les cartes qui sont vraiment idéales à jouer dans le small ball, c'est toutes les cartes qui sont connecteurs et assorties.
ou, si vous préférez en anglais, suited connected. Donc, mettons un 8, un 9 de cœur, un 4, un 5 de trèfle, un 2, un 3 de pique. Vous pouvez aussi, ce qui est bon pour une personne qui joue small ball, c'est de jouer les gappers assortis, si vous voulez. Moi, je les appelle de même. Donc, un 9 et un valet de carreau, un 6 et un 8 de pique, un 5 et un 7 de cœur. Parce que ça va vous donner des probabilités. Ça va ouvrir votre jeu. Vous allez faire un raise, mettons, minimum. Et quand les raises minimum se font, là, quand je dis ça, là, c'est que généralement, au pre-flop, un joueur qui est moindrement serré, agressif, va tenter, ou faut pas tenter, va avoir tendance à soit faire un raise à 3 fois et demi, 4 fois le blind, alors qu'un joueur small ball va peut-être faire un 2 fois et demi le blinds. Encore là, son 2 fois et demi le blinds, c'est pour minimiser ses pertes si jamais il y a comme une surmise qui se fait en cours de chemin avant le flop et que là, le pot est rendu un peu surdimensionné. Bien, au pire aller, vous avez juste perdu 250 au lieu de 2,5 fois la mise, c'est-à-dire au lieu de 3,5 ou 4 fois la mise. Le blind, c'est-à-dire. Donc, encore là, vous minimisez vos pertes. Donc, les cartes, ces cartes-là que je vous ai nommées tantôt, là, les 8, 9, suited, nanana, ça, c'est des cartes qui vous permettent de jouer large et ça camoufle un peu aussi votre main. Donc, des fois, il n'y a personne qui va vous mettre sur ces mains-là, puis pourtant, vous avez frappé big time sur le flop ou encore le turn vous a amélioré grandement la main. Et puis quand ça passe dans le beurre, puis qu'il n'y a personne qui peut s'en douter, ben c'est là que ça devient payant. Mais vous n'êtes pas obligé de tout le temps mettre des mises qui sont trop grandes. Parce que moi, il y a une affaire que je n'ai jamais compris. Je ne veux pas nécessairement comprendre cette théorie-là parce que cette théorie-là est quand même très pratique quand ça joue contre les joueurs qui l'appliquent. Exemple. Je me retrouve devant un joueur à une table et je sais pas, il y a du monde qui ont la fâcheuse manie de faire des surbêtes ou des bêtes incroyables quand ils savent qu'ils ont la meilleure main possible et inimaginable. Ils veulent forcer les gens à se coucher plutôt que de les inviter à jouer encore. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, j'ai une paire de 10 dans les mains, là. Il tombe un 10, un 3, puis un 7. Je suis le dernier à parler. Je peux-tu vous dire que je vais être totalement neutre dans ce qui va se passer, là? Je vais être low profile, je vais jouer là, subtil. Je vais juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui bête pour en mettre puis sur en mettre. Si je suis le premier à parler, je peux vous garantir que si je bête, je vais mettre un minimum. Je ne mettrai pas genre une fois et demi le pot. Parce qu'il y en a qui le font, là. Une fois que le pot est tombé, là, puis ils ont frappé là, la grosse main, là. Mettons, il y a une paire d'as, là, puis ils frappent 2 as sur le flop. Là, ils ont un quad d'as. Bien, ils vont faire un bet incroyablement gros, et là, tout le monde va se coucher. Moi, je ne la comprends pas, cette théorie-là. Le but du jeu au poker, là, c'est de se faire des jetons. C'est pas de les faire fuir. Alors, quand vous avez des mains, jouez-les comme il faut. Maximisez vos gains. Combien de fois j'ai dit à des joueurs, c'est plate, tu as perdu de l'argent parce que si tu avais joué plus subtil, c'est sûr et certain que je t'aurais suivi. Le small ball, l'avantage, c'est ça. C'est qu'un small ball ne va pas nécessairement s'afficher comme ayant une main extrêmement forte, ce qui fait qu'il va attirer le plus de monde possible dans le pot pour être capable de maximiser ses gains. Fait en gros, c'est ça. Écoutez, je vais prendre une petite pause musicale, puis je vais continuer après avec le small ball. Donc, restez en ligne et je vous reviens tout de suite après. Radio Poker, c'est ma radio du lundi soir. Alors écoutez, comme dernier stretch à l'émission, ben, je vais continuer de parler un peu du small ball. Je vais parler un peu plus de stratégie ou des habitudes de jeu que vous devriez peut-être adopter
si vous prévoyez, essayez de jouer le small ball. C'est pas évident, mais si jamais vous aimeriez ou vous pensez que cette stratégie-là pourrait peut-être mieux s'adapter au style de jeu que vous aimeriez faire, eh bien, écoutez, essayez-le, c'est sûr, essayez-le. Il y a des très bons livres. Celui que j'ai parlé tantôt, Power Hold'em Strategy, de Daniel Negreanu, je pense que c'est le meilleur livre que vous pouvez avoir pour comprendre un peu plus en détail. C'est sûr que moi, écoutez, je fais juste 1 heure d'émission, je ne peux pas tout résumer ce qu'il y a dans le contenu du livre, mais c'est une excellente façon de comprendre, peut-être de décortiquer, puis de visualiser aussi le small ball, à quoi ça consiste, puis où ça peut mener. J'avais parlé dans une autre émission que, mettons, à propos du bankroll, la première émission que j'ai faite, c'était par rapport au bankroll, à quel point c'était important de voir sur le long terme avec le bankroll. Le small ball est un peu la même chose. Je pense que, d'après moi, je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux. Et la stratégie small ball et le bankroll. Parce que la stratégie small ball, c'est aussi sur le long terme. Quand vous faites des longues séquences de cash game, quand vous faites de très longs tournois, le small ball va vous permettre de faire une plus grande route dans le tournoi que n'importe quel autre style de jeu. J'ai parlé tantôt que c'est important, quand vous jouez le small ball, de prioriser les mains en fonction de votre position, et c'est vrai. Si vous jouez des mains qui sont moindrement marginaux, ou marginales plutôt, parce qu'on dit une main, marginale. Donc des mains marginales. Disons, une dame et un 10 offsuit. Vous pouvez les jouer en début de position, c'est ça, mettons après les blinds. Mais c'est pas l'idéal parce que là, vous pouvez créer... il reste encore pas mal de monde à parler sur la table, puis ça va être difficile pour vous de garder le contrôle du pot. Parce que c'est ça, votre but premier, c'est de contrôler la grosseur du pot. Votre 10 dame offsuit, mettons, après le big blind, va être joué très différemment si vous le jouez dans une position tardive, exemple, sur le dealer ou au cut-off. Parce que là, votre main va prendre la valeur. Parce que vous allez voir tout ce qui va se passer devant vous et vous allez avoir la dernière parole sur la mise. Et pre-flop, et une fois que le flop est tombé, le turn et le river et vice-versa. Donc, quand vous jouez des mains marginaux, jouez-les en position tardive. Les seules mains que vous pourriez vous permettre de jouer anytime sur les positions de début, parce que j'ai le terme anglophone, excusez-moi, parce que là, j'essaie de trouver le terme en francophone, là, mais en early position, sur une table, c'est toutes les paires. Toutes les paires. Quand je dis toutes, là, ça inclut même la paire de 2. Paire de 2 jusqu'à l'as, paire d'as. Quand vous avez une paire en haut de 10, mettons paire d'as, paire de roi ou paire de dame, et que durant la tour de mise pre-flop, il y a quelqu'un qui a fait un raise, soyez pas gêné de faire un re-raise par-dessus. Soyez pas gênés. Ce que les gens font comme erreur, puis même moi, je dois l'avouer, des fois, je peux faire l'erreur, c'est quand j'ai une grosse main, des fois, je veux comme passer la grosse main en dessous de la couverte, subtile, pour pas que personne pense que j'ai une grosse main. Fait que je vais y aller relax. Si quelqu'un fait un raise, je vais juste caller le raise pour qu'au flop et au turn, je puisse augmenter le pot. Puis c'est là que je me fais fourrer finalement. Puis c'est là que ma paire d'as, qui est juste une paire en passant, peut être facilement craquée par n'importe quelle autre main. Une flop, une straight, 2 paires, un 7, peu importe. Donc quand vous avez une grosse main, mais que vous êtes en early position, soyez pas gêné de faire un re-raise sur un raise. Soyez pas gêné d'être agressif, surtout si vous savez que le joueur contre qui vous jouez est en position tardive et que vous savez que lui profite du fait qu'il est en position tardive pour essayer peut-être de voler les blinds
ou tout simplement de voler le pot. Si vous savez que ce joueur-là, il est serré agressif, mais que vous savez qu'il joue ses positions, allez-y les yeux fermés, faites un re-raise automatique avec une paire d'as, paire de roi, paire de dames. Jouez pas du fancy play, là. C'est pas ça le but du jeu, surtout pas au small ball. Mais maximisez vos gains. C'est là que c'est important pour vous d'avoir un contrôle, mais d'augmenter à ce moment-là le contrôle de votre pot. Votre but, c'est de faire le plus de jetons possible. C'est sûr qu'en faisant un re-raise, vous pouvez dire à la personne, ben, je veux que tu te couches. Mais en même temps, le re-raise, si vous faites juste un minimum raise, ou un minimum re-raise, je dirais, le joueur, mettons, il met 5 000, vous faites un raise à 10 000, ben écoutez, le joueur a bien des chances de caler, là. Si c'est pas de faire un re-raise, mais là, c'est la game. Là, c'est toutes les informations qui se sont passées durant le tournoi vont vous servir à prendre une décision. Est-ce que je fais un 4-bet? Est-ce que je fais un 5-bet? Est-ce que je pousse all-in? Là, c'est le profil de l'autre joueur qui va décider si oui ou non vous devez le faire. Mais quand vous jouez du small ball, concentrez-vous sur les positions tardives plutôt que les early positions sur une table. Ça va être beaucoup plus payant. Puis, ayez pas peur de jouer serré. Puis, quand je dis serré, là, ayez pas peur de checker. Checker, là, ça ne vous coûte rien. Mieux encore, checker va vous permettre de contrôler le pot. Fait que si vous êtes en position tardive, vous frappez sur le flop quand même quelque chose de gros, vous pouvez vous permettre de checker. Si vous êtes sûr là, et certain que vous avez la meilleure main, là, faites un check, brouillez les cartes, dites au joueur, ben j'ai quelque chose, mais finalement, je ne suis pas sûr. Si la personne fait un bet, ben au lieu de faire un raise parce que vous avez la note, faites juste un call, prenez une pause, réfléchissez, mêlez-le un peu. Parce que c'est ça le joueur small ball qui fait. Lui, il mêle les cartes. C'est sa job, là, puis le fun, c'est ça. Quand les gens ne savent plus sur quelle main vous mettre, c'est là que le fun embarque. Parce que si vous jouez juste des grosses mains, puis vous jouez comme le joueur typique, serré, agressif, c'est plus facile en tout cas, moi, je trouve, c'est plus facile de repérer les joueurs serrés agressifs que de repérer les joueurs qui font du small ball. Parce que des fois, le small ball, là, il n'en faut pas gros. Vous dites, il est bien épais, il joue n'importe quoi, il ne sait pas jouer au poker. Peut-être que oui, ça se peut. Peut-être que le joueur n'a pas d'expérience. Mais celui qui a l'expérience du small ball, par exemple, lui, va se faire un fun noir à jouer contre vous parce que là, il va vous donner l'impression que lui joue mal. Et là, c'est là que vous allez faire les pires erreurs. Les pires erreurs. Donc, c'est pas mal ça. Écoutez, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour le moment sur le small ball. Mais je vous le dis, si vous voulez faire une bonne lecture, là, Power Hold'em Strategy de Daniel Negreanu, c'est 40$ dans les grandes librairies. Ils ont tout ça. Et j'en ai parlé, je pense, dans ma capsule que j'ai faite sur mes top littéraires, les meilleurs livres que j'ai lus. J'en ai parlé de ça, justement, du small ball, puis c'est un excellent livre. Donc, gênez-vous pas. Puis si jamais vous connaissez des gens qui pratiquent le small ball, ou parlez-en avec vos amis. « Hey, t'as-tu joué ça, le small ball? Tu connais tout ça? L'as-tu essayé? Comment ça marche? Puis comment tu trouves que ça va? » Puis échangez sur la stratégie. Parce que parler de stratégie entre joueurs, c'est pas mauvais. Quand vous vous entendez bien avec un joueur et que vous aimez jouer avec ce joueur-là, c'est très enrichissant de discuter stratégie avec eux parce que ça vous permet à vous de comprendre certaines subtilités que lui a saisies, mais que vous, peut-être que vous ne l'aviez pas faites, puis et vice-versa. Fait que des fois, ça peut vous éclairer sur certaines stratégies, puis pas parce que vous parlez avec un joueur de stratégie que cette personne-là va automatiquement dire ce qu'il va faire durant le tournoi, mais c'est bon d'avoir une opinion autre que la sienne, puis de comprendre aussi le point de vue d'une autre personne. Donc, je trouve ça intéressant. Fait que là-dessus, c'est tout. Écoutez, n'oubliez pas, je vous rappelle les dates. Mardi, le 3 mars, il va y avoir à l'émission une entrevue avec Jonathan Duhamel, le champion du monde WSOP 2010, à l'émission, ici même à Radio Poker. Et si jamais vous avez des questions que vous aimeriez lui poser, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire
à radiopoker@live.ca. Juste mentionner question pour Jonathan et à ce moment-là, posez-moi la question. J'aimerais aussi avoir votre nom et votre ville, d'où vous venez. J'aimerais ça avoir l'origine des questions. C'est toujours intéressant de savoir d'où les gens nous écrivent. Et vous avez jusqu'au 14 février pour m'écrire vos questions. Et quand je vais passer l'entrevue, eh bien, les questions vont lui être posées et il va pouvoir lui répondre, interagir et tout ça. Puis je pense que ça va être intéressant pour vous et pour moi aussi, parce que je suis sûr que je vais triper, moi, en lui faisant une entrevue avec lui. Donc, ça me fait un plaisir de lui demander les questions que vous m'avez posées. Et la semaine prochaine, le 17 février, je vais avoir en entrevue Jonathan, Philippe Jeté de princepoker.com qui va venir parler avec moi poker, mais on va avoir des grandes annonces aussi à vous faire. Donc, soyez à l'écoute. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, passer une belle semaine poker, et puis on se reparle très bientôt. Salut! Cette émission était une présentation de princepoker.com.